Bonjour Jéricho, je m'appelle Samuel Prat, je vis à Trouville, en Normandie. Nous sommes, oh là là, tiens, dis donc, tu me fais penser à un truc. Nous sommes le 19 décembre 2021 et écoute, je pense qu'en décembre 1999, on était en train de préparer notre premier festival à Trouville, puisque en septembre 99, alors qu'on venait d'ouvrir un bar à vin à Trouville, on s'est rendu compte qu'il y avait à côté un festival qui s'appelle le Mhm. Festival du film américain. Ouais. Et à peu près à cette période-là, on s'était dit, bon, ben, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose en septembre 2000, parce que c'est dommage qu'il y ait un gros festival comme ça et qu'il n'y ait pas des choses autour. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais. OK. voilà, donc il y a 23 ans, Fait que 22 ans, on c'est avait cette ça. idée-là. Et Fait- on ne savait pas encore qu'en parallèle de ça, à Montréal, il y avait des jeunes gens, un petit peu plus jeunes que nous quand même, mais pas tant que ça, qui étaient eux aussi en train de préparer des choses et d'inventer ce mouvement Kino. Et on a donc en septembre 2000 monté un premier festival à Trouville, dans ce bar La Maison. Ça s'appelait La Maison et le OK. festival s'appelait Off Court à la Maison. Ah ouais, Voilà. OK, cool. Voilà. Et en septembre 2000, on a diffusé des films français et des films américains, donc états-uniens, Mhm. parce Ouais. que parmi les gens qui nous ont aidés à monter ce premier festival, qui était fait pour être qu'une bêtise, hein, qui était fait pour être fait qu'une fois, on avait rencontré une personne qui revenait des États-Unis, qui achetait du court-métrage américain, et donc on s'était dit, on va faire un festival de court-métrage franco-américain. Ouais, c'est drôle Et parce que comme pour nous aussi, ça devait durer qu'un an, en fait, au ouais, départ. et vraiment, c'était fait pour être qu'une fois. Le festival s'est très bien passé, tellement bien passé qu'il y avait plein de monde, des vedettes du festival d'à côté, des photographes, la presse, tout ça, tout ça. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, donc avec Vincent Vallard, avec qui j'avais ce bar à vin et avec qui on a monté le festival, Amaury Chabotti, qui est depuis devenu un compositeur de musique de film bientôt célèbre, hein, qui vit que de ça. Voilà. Wow. Et quelqu'un qui s'appelle Rémi Amparzoumian, qu'on voit moins, mais qui est toujours un très bon ami. On avait donc mis en place cet événement. Et je me souviens très bien qu'il y a eu un soir où il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde au cinéma du Casino qu'on nous avait prêté pour l'occasion. Et on voyait le truc qui nous pétait dans les mains. Et on s'est mis dans un coin tous les quatre et on s'est dit, OK, 5 ans maximum, les gars, on est d'accord, hein, on n'est pas parti pour toute la vie. Ouais, OK. Et voilà. Et comment on en arrive au Québec et à Kino, comme on avait eu de la chance en septembre 2000, on s'est dit qu'il fallait qu'on apprenne à faire un festival de court-métrage, puisque aucun de nous ne venait du cinéma, enfin, Vincent et moi, mais on venait pas Mais de... et pourquoi le cinéma? C'était vraiment par hasard, presque? Non, Ça ouais, aurait pu c'est de être de la... la musique, tu sais. Non, non, oui, mais en fait, on n'avait aucune idée de rien. On savait qu'on voulait faire un événement pendant le festival du film américain. Mhm. Et donc un jour, quelqu'un vient pour nous montrer ses tableaux. En fait, à l'étage du bar, on avait une petite salle dans laquelle on faisait des expos, des happenings, différentes choses. Et quelqu'un est venu pour nous montrer ses tableaux pour exposer. Et ce quelqu'un était Rémi Amparzoumian. Et c'est lui, en lui racontant notre idée, qui a dit bah, moi, si vous voulez, les gars, j'achète du court-métrage, j'ai fait une école de cinéma aux États-Unis. Si ça vous intéresse, on monte un événement de court-métrage. Nous, on a dit OK. Et les gens qui étaient là autour, Stéphanie, qui était graphiste, a dit je fais une affiche, Valérie Joubeau a fait un générique, Emma Decaune traînait là, elle a dit je vais vous faire une table ronde. Ça s'est monté comme ça. Ouais, ouais, Isabelle, ouais. qui est toujours administratrice de tout ça, bossé pour une structure cinéma. Amaury a ramené des lecteurs bêta, Isabelle des vidéoprojecteurs. Enfin bref, on a bricolé ça comme on pouvait. C'est comme ça qu'on a démarré le cinéma. Et court-métrage. Et du coup, après cette expérience de septembre 2000, qui a cartonné, hein, c'était super, il y avait plein de monde. Nous, on servait nos bières dans le bar, tout ça, mais les Ouais. gens adoraient la petite salle de cinéma à l'étage, tout ça fonctionnait bien. On est allé donc en février 2001, on est allé à Clermont-Ferrand, parce qu'on s'est dit qu'on avait eu de la chance et qu'il fallait quand même qu'on apprenne un petit peu ce que c'était que le court-métrage.
On avait fait tout ça sans aucune expérience. Et un heureux hasard a fait que le premier jour où on est arrivé à Clermont, on s'est fait inviter dans une séance de films québécois. Et au sortir de cette séance, on a été boire un verre avec des Québécois sympas avec qui on avait accroché. Et parmi ces Québécois sympas, il y avait Sandra Daligoyer, qui est devenue notre partenaire pour les 10 années suivantes, et Julien Knafo, qui est resté un ami depuis, que tu connais, qui a depuis réalisé des longs métrages, des courts, des séries, de la pub, tout ça. Et donc, on est parti avec ces jeunes Québécois manger un truc au restaurant. L'ambiance a dû être sympathique parce qu'on est sorti de ce restaurant à 2 heures du matin en ayant tous trop bu, mais en s'étant persuadés que l'année d'après, donc en septembre 2001, notre festival diffuserait des films québécois. En fait, c'est à la 2e année du festival qu'on a eu ce flash de se dire, mais oui, bien sûr, le Festival du film américain, on est off, on va traiter de la francophonie en même temps. Enfin voilà, tout ça devenait évident, alors que ça n'avait pas été prémédité. Ouais. Et ben écoute, dès ce moment-là. Mais c'est encore ça l'ADN du festival aujourd'hui. Et c'est encore. Ah oui, ça n'a pas bougé. Et en fait, dès ce moment-là, je pense, en fait, Sandra Goyer, avait dû faire des études de théâtre avec Christian Laurence, je crois. Ah oui, ça, il faudrait que je lui demande. Voilà, parce qu'elle, dès ce moment-là, nous a parlé en fait de ça. Donc ensuite, en septembre 2001, il y a eu donc cette 2e année du festival qu'on a refait au bar. On a eu notre première délégation d'invités du Québec, dans lequel étaient donc Sandra, Julien Knafo, Guillaume Lonergan, Stéphane Miljévic et une nana très sympa qui était, parce que là, tous les noms que je viens de citer sont restés des très bons amis, sont moi ma base de vie au Québec, quoi. Et une nana très sympa qu'on n'a pas revue, mais je suis sûr que ça serait sympa de se revoir, qui s'appelle Marianne Mavrakis. Je ne sais pas si tu la connais. Non, je ne la connais pas. De chez vous. Okay. Et donc voilà, et puis là c'est parti, mais dès ce moment-là, Sandra nous a parlé du fait que des jeunes énervés à Montréal commençaient un truc qui s'appelait Kino. Je crois qu'on est nous ensuite partis au Québec la première année, je ne sais pas si c'est 2000, peut-être 2002, je ne sais plus quand on est parti. Je me souviens être allé à une soirée Kino à Laval. À Laval? Ouais. Oh. Pour la petite histoire, je me souviens que j'étais sorti en me disant « Mon Dieu, que c'est pas bon ce que je viens de... » C'est clair, mais c'est Laval. C'est pas grave, parce que c'est pas grave, en fait, en 2002, donc en fait, le festival a arrêté de se faire dans le bar, c'était trop petit, c'est là qu'on a commencé à construire des villages, tout ça. En 2002, on a invité... Oui, parce qu'il faut savoir que le festival est presque un festival de nomades là, qui s'installe en ville et qui construit une ville artificielle. Tout à fait. Alors oui. Pour l'espace de 2 semaines, là, puis après ça, ça se remballe et ça disparaît jusqu'à l'année d'après. Voilà. C'est ce qu'on appelle le village. Exactement. En fait, tout est parti du fait qu'on a fait le festival 2 années dans le bar, donc dans ce bar qui s'appelait La Maison, et qui était habité comme une maison. Et donc, quand on a vu qu'on n'avait pas assez de place et qu'il fallait qu'on aille à l'extérieur, donc on aille construire un lieu de vie, les gens autour de nous ont fait « Ouais, mais ça va être moins sympa, il ne va pas y avoir l'ambiance conviviale qu'il y a, tout ça. » Donc, en fait, on a dès le début voulu fabriquer ce qu'on a appelé un village, qui était un lieu de vie unique dans lequel les gens pouvaient aller voir des films, voir des concerts, manger un bon bout, discuter, boire du vin, des fois trop, refaire le monde, etc. Et en 2002, je crois que dès cette année-là, je crois que Christian Laurence, ton comparse, a été invité à venir voir ce qui se passait. La même année, je ne sais plus pourquoi, était là Sébastien Pilote. À l'époque, Sébastien Pilote travaillait beaucoup au festival de Chicoutimi. Je pense qu'à Chicoutimi, alors je ne sais pas si ça venait de vous, qui ou quoi, mais ils avaient un concept qu'ils appelaient le film improvisé.
Oui, exact. Et en fait, en 2002, Sébastien est le premier qui a fait un film à Trouville pendant l'événement. C'était OK. assez marrant, il y avait des comédiens, tout ça. Ça a été ça notre premier kino, entre guillemets, pas vraiment, Oui, oui, oui. puisque c'est pas nommé comme ça. Il a fallu attendre 2003, donc Christian est venu, là on est devenus copains, il a montré ses trucs, et donc on a décidé qu'en 2003, on ferait un premier labo. Ouais, ouais. Et je pense que tu étais là d'ailleurs, tu étais là en Oui, 2003. oui, oui, j'étais là. Et Oui, avec la fine fleur, quand tu rigoles bien, en 2003, il y avait Stéphane Lafleur, oui, Géricault, Christian, oui, Carnior. En fait, il y avait déjà la base de oui. cette aventure. Moi, je me souviens très bien qu'on avait monté un échafaudage au milieu d'un truc, c'était très roots. Mais donc, c'est en 2003 qu'on a fait le premier Kinolab à Trouville. OK. Je ne sais plus comment, mais on a eu la chance que dès cette année-là, on avait rencontré des gens chez Apple qui nous ont fourni du matériel. On avait déjà des débuts de connexion avec Sony, avec JVC, avec Canon. Donc, en tout cas, je me souviens que sans trop, on était naïfs en fait. C'est pour ça qu'on a réussi, je pense. On se rendait pas compte que c'était compliqué. Oui, oui, oui. Euh, Ben, nous c'est pareil, là. ouais. Comme on savait pas que c'était compliqué, on y allait comme ça, le nez au vent. Ouais. Et je me souviens, enfin, je pense que tu t'en souviens aussi, moi j'ai encore des photos qu'on utilise. On avait construit, en fait, on était toujours resté dans cette idée de village. En fait, on voulait vraiment que les gens voient ce qui se passe. J'imagine que c'est vous qui aviez dû nous dire, faudrait que les gens voient ce qui se passe. Et comme à l'époque, on avait un chef d'éco qui était complètement fou, qui s'appelle Sylvain Barthélémy, qui est toujours un bon ami, il avait fabriqué au milieu de notre espace de vie un Ouais. cube transparent dans lequel chacun faisait ses films. Alors, ça devait être pas du tout confortable en termes C'était de tough. son, de lumière et tout, mais n'empêche que je pense que ça a grandement participé au fait que les gens ont compris ce qui était en train de se faire. Ouais. Les gens ont tout de suite vu, voilà. Oui, puis dès le premier Kino Cabaret qui était à Montréal pendant le Festival du Nouveau Cinéma en 2001, justement, je pense que c'était le tout premier, on avait ouvert le labo au public, mais on n'était pas sur place directement. Donc, il n'y avait pas tant de gens qui passaient. Mais nous, on aimait ça qu'il y ait vraiment des vases communicants entre le public, le festival, nos activités. Moi, ça me paraît indispensable. Oui, parce Ça que me paraît indispensable et je pense, tu me diras, mais je pense que ça a dû être ça l'apport d'Offcourt au mouvement Kino, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a été les premiers à organiser un festival autour du labo. Le labo est devenu central et avec la volonté, dès le premier jour, que le public voit en live ce qui était en train de se passer ouais, et qui, à mon sens, participe à fond au fait que ça intéresse le public. Et écoute, là, on est donc sorti de notre 22e édition. Ça devait être nos 19e laboratoires. Je pense que l'année prochaine, c'est le 20e. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde quelque chose comme ça. Si c'est ça, il va falloir ouais, s'exciter un peu. Les soirs où on projette les films du labo sont les soirs de plus grosse affluence du festival. Et là, moi, cette année encore, ça m'a bluffé qu'un mardi soir, donc là, les gens qui regarderont ça, ils ne se rendent peut-être pas compte que Trouville, c'est une station balnéaire, que l'hiver, il y a 4000 habitants et qu'il n'y a personne. Donc, quand on est au 15 septembre, un mardi soir, il n'y a vraiment pas grand monde en ville. mm, Et pourtant, écoute, là encore cette année, il faisait super beau. Donc, on avait 2 écrans, un écran à l'intérieur, un écran sur la plage avec des transats et tout. Et ouais, il devait y avoir 500 ou 600 personnes qui regardaient des films. Tu vois, ce qui est complètement délirant. Et ce qui wow. n'était pas le nombre de la veille ou pas le nombre du lendemain. C'est-à-dire que c'est vraiment les pics d'affluence parce que tu as les invités du festival, bien sûr, Ouais. le public du festival qui, dans la journée, va voir des films en salle ou fait des choses. Et tu as aussi, sur ces moments-là, tout un groupe de population locale qui, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, n'est pas systématiquement là. Mais par contre, sur ces moments où on diffuse des films, sont là parce que qui a prêté sa Ouais, maison, ouais, sa ouais. voiture, son bateau, le boucher, sa tenue de boucher, j'en sais rien. Enfin, tu vois, voilà. Puis ils ont vu les caméras aussi dans Ils la, ont dans vu la que rue, tu sais, ils ont vu ils que... ont vu que ça tournait. Donc, non, non, c'était encore. Moi, tous les ans, ça continue à m'impressionner. Voilà.
Tous les ans, je Puis, ne vois pas d'où sortent tous ces gens. puis tu sais, vous mettez du cinéma comme ça dans je veux dire, de la création cinématographique au centre de votre festival, mais il y a aussi toujours, tu sais, des spectacles, il y a un vidéoclip qui se tourne, il y a toutes sortes de choses, il y a beaucoup de création qui se fait au sein du En fait, festival. Et pourquoi vous avez décidé d'aller vers ce type de mélange entre la création live, la performance, puis le festival de films? alors, parce que, à mon avis, dès le début, on était de toute façon intéressé par la création en général. Le court-métrage n'était qu'un prétexte. Comme je te le dis, Rémi serait arrivé en disant on va faire un festival de musique. On aurait fait ouais, on fait un festival de musique. Donc, en fait, c'était plus le processus créatif Ouais, qui ouais. nous plaisait. Donc, je veux dire, dès 2000 et dès la première année du festival, on a aussi fait des concerts, des expos de photos. euh, et quand on a commencé à mettre en place le concept de labo, on y a invité des musiciens, on a invité tous les ans un graffeur, un peintre, un sculpteur ou qui ou quoi. On a fait pendant longtemps aussi des résidences musicales. Mm. On a dès que possible intégré les groupes qu'on invitait pour faire de la musique dans le labo de création pour qu'eux-mêmes fassent de la musique pour les films. Enfin, et toi, tu as dû connaître, ça a donné des trucs absolument déments dans les années 2008, 9, 10, 11, là, avec Mister Valère, Random Recipe, Ouais, National Park. ouais, ouais. Ça a donné des expériences vraiment démentes. Ça, c'est quelque chose de vraiment unique, je trouve. J'ai pas vraiment vu d'autres festivals de court-métrage ou même de films qui sont ouverts sur d'autres formes d'art. Là. En général, c'est assez cinéphile seulement. Ben, parce que je pense que c'est le bon côté de notre non-cinéphilie. euh, qu'on nous a reproché suffisamment longtemps pour qu'on puisse aujourd'hui s'en vanter, c'est qu'en fait, on a, comment dirais-je, euh, on a été tout de suite plutôt intéressé par le processus créatif en général. Et en tout cas, moi, j'avais eu l'expérience de travailler beaucoup avec des musiciens, d'organiser des événements divers et variés. Et en tout cas, je suis persuadé depuis longtemps et de plus en plus persuadé que si tu mets que des gens de théâtre ensemble ou que des gens de cinéma ou que des gens de musique, c'est un peu stérile, à mon Mm, sens. mm. Et en Moi, tout je cas, suis absolument d'accord. quand tous ces gens-là s'entrechoquent, ça donne des choses souvent plus dynamiques, plus créatives. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien de faire que du cinéma ou que de la musique. En tout cas, Ouais. euh, Tu sais, quand je regarde le réseau Kino aujourd'hui, je dirais qu'il y a probablement au moins la moitié des cellules, peut-être plus, qui ne font qu'un cabaret par année. ouais. Ils font pas de. Parce que l'outil vraiment porteur de Kino, c'est le Kino Lab, parce que ça rassemble les gens, puis ça permet à des films d'exister. Parce qu'on rassemble de l'équipement, des gens, Ouais, mais ça crée cette énergie-là. Donc, sauf que ben, il y a beaucoup de cellules qui, étant donné l'effort que ça prend pour organiser ce genre de truc, ben, ils vont ne faire qu'un cabaret, ils ne vont pas faire des soirées régulières. ouais. Surtout Mais dans les plus petites villes, je dirais. souviens-toi quand même au départ, alors peut-être que je vais dire une bêtise, mais au départ, le concept du cabaret, il n'existait pas. Au départ, c'était des Non, non, soirées. non, il n'existait pas. Non, non, Voilà. absolument. Au Ouais. départ, c'était juste pour montrer. Exact, exact. Mais Voilà. en fait, au départ, c'était comme un cabaret permanent. C'est la première année, chaque cinéaste devait faire un film par mois. Donc, Ouais. c'était une espèce d'année délire. C'est pour ça que ça ne devait pas durer plus qu'un an, parce que c'était de la folie. Mais c'était en même temps une source d'énergie incroyable, parce qu'il y avait un défi, il y avait, tu sais, donc ça créait cette espèce d'esprit de cabaret pendant toute l'année. Après, quand on a changé les règles un peu, c'est devenu le rendez-vous mensuel parce il y avait un besoin. Il y avait énormément de gens qui cherchaient un écran pour diffuser, qui voulaient faire des films en vidéo. À l'époque, il faut se souvenir, le film était le seul médium légal en cinéma. Le cinéma en vidéo n'existait pas. Tu ne pouvais même pas envoyer un film à Clermont-Ferrand en vidéo, c'était impossible. Il fallait envoyer une copie zéro. Ce qui fait que ceux qui voulaient tourner du cinéma on était presque des galeux, là. Bah, Parce qu'on faisait du cinéma en vidéo, là. c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Si tu veux, nous, du fait que on était au départ dans notre bar, on n'avait aucune solution pour diffuser en 35. Donc, en fait, dès la première année, on a diffusé nos films en vidéo.
en bêta, bêta SP, puis bêta NUM, et encore, de temps en temps, des fois à l'époque, en VHS, parce que c'était la seule copie disponible, même si c'était quand même assez dégueulasse. Donc, si tu veux, nous, on était mûrs pour ce truc-là, puisque nous, de toute façon, on est nés du numérique, et ça nous a posé aucun problème. Ça nous a même après amené des qualités, parce qu'on a rencontré un Olivier Talouarn, un énervé du codec, et du coup, si tu veux, en 2006, je pense qu'on a été un des tout premiers événements au monde à ne diffuser que depuis des serveurs, parce qu'on avait un Apple d'un côté qui voulait montrer que les serveurs marchent. Pour la petite histoire, en 2006, on a tout diffusé depuis des B-RAID, des gros serveurs, ça s'appelait RAID, je ne sais plus quoi, non, Xserve, depuis des Xserve. Et pour la petite histoire, les gens chez Apple savaient que leur Xserve pouvait servir à faire du streaming, mais ne l'avaient pas encore vraiment expérimenté. Et c'est Sylvain Barthélémy et Olivier Talouarn qui l'ont fait marcher. C'est-à-dire qu'à l'époque, on apportait, alors pas moi, mais des gens de l'équipe apportaient une expérience technologique qui intéressait aussi nos partenaires technologiques. Et je me souviens que donc, cette année, en 2006, là, aucun film n'est sorti d'ailleurs que du serveur, et ce qui, quand même, faut se remettre à l'époque, était considéré comme de la très haute technologie. Je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs, avec les gens d'Apple, on avait fait une conversation en direct avec des gens à Los Angeles, sur grand écran et tout. Ce qu'on est en train de faire là tout de suite, ça avait demandé une montagne de matériel, des antennes sur le toit, des trucs de fou, pour avoir un truc un peu dégueulasse qui bouge dans tous les sens, et juste pouvoir faire de la visio, en fait. C'était ça, 2004, je ne sais plus. Mais... Donc déjà... Parce que ça, c'était une de mes questions, c'est-à-dire que comment vous faites pour vendre le projet à vos partenaires technologiques aujourd'hui? Tu sais, comment ça a évolué, ça? Parce que je suis conscient qu'à l'époque, c'était vraiment la montée en force du numérique. Il y avait une grosse... une volonté de ces compagnies-là de pousser leurs nouveaux produits. Là, aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, est-ce que vous avez encore un bon soutien ou est-ce qu'il faut se battre à chaque année? On a un énorme soutien. On a un énorme soutien de Sony, qui est devenu, je ne sais plus en quelle année, mais il y a longtemps, qui est devenu notre partenaire de captation et de diffusion unique. Il y a longtemps, il doit y avoir une quinzaine d'années. Et on a aussi le soutien de loueurs et de fabricants de matériel, qui sont conscients que chez nous, tu vas avoir des chefs-op puis si tu veux, ils ont le recul. Ils ont vu là, il y a des chefs-op qui sont sortis de la tribu qui aujourd'hui sont des grands chefs-op qui font que du long métrage, tout ça. Et Sony est très content qu'on ait participé à leur montrer que. À l'époque, je te rappelle que Final Cut, personne ne les connaissait et qu'ils étaient contents qu'il y ait des énervés comme nous. Et et d'autres cas comme ça, tu vois, je veux dire, on bosse avec une super boîte qui s'appelle Axeled, qui a été la première boîte à faire que de la lumière à LED. Et on est super copains, mais au début, personne ne voulait aller faire joujou. Là, ils voulaient tous des gros HMI, tout ça. Donc, on a participé à démocratiser tout ça. Et en fait, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on y arrive que parce qu'on connaît ces gens-là depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un environnement, comment dirais-je, de business et politique, qui fait que si on démarrait ça aujourd'hui, je pense que personne ne nous suivrait parce que ce n'est pas la dynamique des boîtes qui nous soutiennent. Mais le fait est que nous, on a noué des relations fortes et amicales avec ces gens-là, et qu'aujourd'hui, ça tient là-dessus. C'est-à-dire que moi, tous les ans, pendant le labo... Eux, en tant que compagnie, ils se tournent vers le VR, ils se tournent vers d'autres trucs aujourd'hui, c'est ça? Mais c'est même pas ça, c'est que tu vois bien qu'aujourd'hui, Sony, Canon, Adobe, Blackmagic et qui tu veux, là, c'est des énormes boîtes qui ont des logiques planétaires et qui, en fait, n'ont plus sur le terrain des gens qui vont en contact pour voir ce qui s'y passe comme on fait là, qui font du business, quoi.
Mhm. Et nous, quand on a commencé, tu avais dans toutes ces boîtes-là des gens qui faisaient du marketing et qui, du coup, allaient s'associer à des événements. Et aujourd'hui, Sony fait des événements Sony, Adobe fait des événements Adobe, et ainsi de suite. Et Ah ouais? ah ouais, Tu vois qu'ils créent leurs propres événements? ils créent ou ils participent à Ouais, des ouais, choses ouais. énormes, Ouais, c'est énormes, ça. énormes, Tu sais, mais les petits événements, ça ne les intéresse plus. il y a plus de petits soutiens. Alors, Mhm. nous, je ne OK. sais pas, aujourd'hui, on a la chance d'être à la croisée. C'est-à-dire qu'on est des petits, mais on est des gros dans le monde des petits, donc on est Ouais, ouais. identifié. Tu vois bien qu'aujourd'hui, tous les événements veulent avoir une petite partie créative. Mhm. Enfin, tu vois, Exact. régulièrement, on est venu nous voir pour nous demander. Ça me fait rire, si tu veux, ça me fait rire quand on m'appelle et qu'on me considère comme un spécialiste du kino, quoi. Ben quand même, Oui, disons que tu as vécu la mise en place de labo de création de tout à cinéma fait, tout à fait, tout à à fait. chaque année. Et voilà. Et Et il y a quand même des justement, défis techniques là-dedans. Il y a quand même des défis non, non, d'organisation assez importants, là. bien sûr, mais ce que je veux dire, moi, mes défis à moi, ils se limitent à des défis d'organisateur, Ouais, ouais, de créer l'environnement propice à. Tu ouais, vois, pas on va rien, je vais pas y chercher autre chose que ça. Tu vois. tout à fait. Mais en tout cas, pour revenir à notre discussion du début, moi, ce que je dis à chaque fois qu'on vient me voir, quand les gens veulent monter un événement ou un truc, c'est je leur dis, appuyez-vous à un événement qui existe déjà et puis démerdez-vous pour le faire visible. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des kinos, sessions ou ce que tu veux que je vois, Mm. euh, ça se fait quand même en circuit fermé, dans une cave, et puis après, les gens font une projection. Alors, il peut y avoir plus ou moins de monde à cette projection parce que les gens ont des plus ou moins grands réseaux ou plus ou moins d'amis. Mais la Mm. réalité, c'est que les gens ne voient pas la chose se faire. Alors que, en tout cas, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant là-dedans, c'était de montrer à monsieur, madame, comment on fait un film, que les gens puissent voir comment ça se fait sous leurs yeux. Et d'ailleurs, je veux dire, on sait très bien tous les deux que ça participe, ou ça a participé régulièrement, à faire que des gens qui passaient à côté de ça, qui avaient peut-être des envies de cinéma, mais pour qui ça semblait inatteignable, hop, sont rentrés là-dedans par un petit trou de souris, et puis on, des fois, finit par y trouver une place. Et enfin, Mm. ça a permis d'éveiller des gens, tu vois. Ouais. Euh, j'ai un très bon souvenir, moi, d'un ami journaliste qui a couvert le festival pendant plusieurs années et au sortir de la première année, qui disait vous m'avez ouvert l'esprit, quoi. Tu vois. En tout cas, voilà. Mais moi, je Wow. trouve que c'est ce qui était sympa, tu vois. Et Ouais. de la même manière que j'espère que ça ouvre l'esprit de jeunes gens qui peuvent sortir d'école de cinéma, mais qui tout d'un coup voient là un vrai espace d'expérimentation, de non-jugement. Ce qui est super, c'est que là, quand on parlait de la soirée des soirées du dernier off-cours où on monte les films, on sait très bien que tous les films ne sont pas géniaux, Mm. mais en tout cas, personne ne se fait huer, personne ne se fait siffler. Tout le monde est conscient de l'effort que ça a été de faire ce film en Mm. 48-72 heures. Et les films moins bons que les autres, on va les oublier très vite et c'est pas grave. Et puis va ressortir de ça les deux, trois, quatre trucs. Mais Mm. moi, dès le début, un de mes arguments auprès des partenaires, c'était de dire, les gars, quel est le producteur qui produit deux bons films dans la semaine? Mm. Ne faites pas chier avec tous les autres. Il y en a deux qui sont bons, on vient Ça, de, on vient de justifier l'effort global. Tu vois. absolument. Absolument. Donc, Mhm. entre ceux à qui ça permet de se fabriquer un début de réseau, ceux à qui ça permet de se faire identifier dans un réseau qui existe déjà, Mm. ceux à qui ça permet de faire des rencontres avec un partenaire technique ou qui ou quoi. Enfin voilà, donc on sait. Alors, il faudrait qu'on note sur un petit cahier pour pouvoir dire tel exemple, tel exemple, tel exemple, mais je veux dire, il n'y a même pas besoin. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, plein, Voilà, plein. il y en a Ouais. plein. Depuis 20 ans, est-ce que tu vois une évolution dans le court-métrage en tant que tel et aussi dans le lien entre le public et le court-métrage? Est-ce que le public connaît mieux le court-métrage? Est-ce que les courts-métrages ont changé? Est-ce que le rôle du court-métrage dans la carrière d'un cinéaste a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué que tu as vues ou c'est à peu près pareil depuis 20 ans? C'est compliqué.
je pense que sur les 20 dernières années, là, enfin, celles qui nous ont impliqués, Ouais, nous, ouais. je dirais que j'ai vu quelque chose qui a fait ça. Euh, J'espère me tromper. J'ai peur qu'on soit en train de repartir vers quelque chose de moins gai. Mhm. Alors qu'effectivement, entre 2000 et 2010, j'avais l'impression qu'en tout cas, il y avait plus de moyens qui étaient donnés, plus d'événements qui existaient. Enfin voilà, en tout cas, on était sur une montée en puissance du court métrage. Sur le papier et en termes de discours politique, la volonté semble toujours être là, mais dans la pratique sur le terrain, c'est quand même compliqué. Mais alors, tu me diras que c'est compliqué en ce moment pour le cinéma en général. Tu vois, Oui, oui, exactement. C'est pour ça que je pose la question. C'est ben, que, le truc, c'est que fatalement, dans un secteur comme celui du cinéma, quand ça se resserre, quand les gens se resserrent sur eux, que de manière quasiment obligatoire, tu concentres les choses sur quelques intervenants, hein, que ce soit producteur, diffuseur, qui tu veux. mhm. Bon, bah, le court métrage, dans ces cas-là, il prend cher parce que, je veux dire, si tu Ouais. commences à couper les budgets de partout, comme tu as le budget court métrage qui était déjà pas délirant en soi, bon, bah, celui-là, tu as vite fait de le rogner dans les coins. Mhm. Ouais. Euh, Est-ce que ça affecte les courts-métrages que tu vois quand tu sélectionnes des films? Je veux dire, est-ce que non, tu vois une non, différence pas pour l'instant. OK. Non, pas pour l'instant. Je dirais que non, parce qu'il y a quand même, par contre, de plus en plus de courts-métrages. Ça, c'est une Oui. réalité. Il y en a quand même beaucoup plus. Alors, il y a beaucoup plus de films moins bons aussi, mais bon, ça, c'est la vie, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on va arriver à un stade où le téléphone va influencer le développement des caméras cinéma. C'est ça qui est en train d'arriver, selon moi. Tu as une Alors, compagnie comme DJI qui fait les drones, là. ouais, Ils ont, ils on ont était. sorti, ils ont sorti une caméra avec un gimbal intégré. C'est comme une caméra qui est un Steadicam en même temps. Mais c'est les capacités d'avoir des mouvements contrôlés de gimbal, de drone, de grue. Ça, c'est des choses qui demandaient des gros appareils avant, qui étaient réservés à quand même un film avec un budget. Et là, maintenant, tu peux faire des plans stabilisés, mais qui ont l'air d'Hollywood avec presque rien. Tu sais. Ouais, sauf que on a quand même compris tous les deux que même si la technologie est importante, elle n'est jamais suffisante. Et que si tu veux, parce que moi je le vois en tout cas, puisqu'on parle de kino là, je le vois tous les ans dans les labos, je vois tous les ans des gens faire des trucs qui ont une gueule de fou furieux, mais que tu oublies dans la seconde parce que ça n'a rien raconté. Et d'autres fois, des gens faire des trucs un peu plus brinque-ballant en termes de facture, on va dire, mais qui défoncent tout parce que ça dit quelque chose ou ça essaye Ouais, quelque chose. exact. Ben écoute, j'ai juste deux dernières questions un peu plus larges qui sont reliées au projet que je monte avec Anastasia. C'est un projet de création sur le thème du Zeitgeist, donc sur le thème de l'esprit de notre époque. Puis j'aime bien Moi, je ne sais pas demander, ce que tu appelles le Zeitgeist. Zeitgeist, ça veut dire l'esprit du temps en allemand. C'est un mot allemand. Ah, pardon, pardon, pardon. On dit, J'en ai fait à en, l'école, mais je sais compter jusqu'à 9, c'est tout, quoi. en français, on dit l'ère du temps ou on dit l'esprit du siècle, quelque chose comme ça. Puis ça peut être ciblé sur le cinéma, c'est pas obligé d'être sur le monde entier, là. Mais je me demandais, toi, en tant qu'après 20 ans là, de travail, euh, il y a quand même des choses qui changent, il y a des choses qui mutent. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses que. Ah, nous, déjà, nous, on change aussi. Ben oui, forcément. D'ailleurs, est-ce que c'est les choses qui changent ou est-ce que c'est nous qui changeons? Moi, je pense Qui que c'est les, les deux. Je qui pense les que c'est les voyons deux. pas tout à fait pareil. Je pense qu'en tout cas, nous, on change beaucoup plus vite que l'air du temps. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Voilà. sûr. Là, en ce moment, si tu parles de cinéma, mais une fois, je n'ai pas la solution. La réalité, bien ou mal, c'est comme ça. C'est, regarde, quand Kino démarre, moi, tu vas voir, on nous disait
ouais, vous faites des films en vidéo, vous faites pas du 35 mm, vous êtes en train de trahir le cinéma. Bon, c'était vraiment ça, hein, on se faisait tirer au fusil. Des fois, quand on était à Clermont, dans des réunions un peu sérieuses, les gens, ils nous adressaient même pas la parole parce qu'on allait montrer des films à des enfants à l'école avec des DVD dans un lecteur DVD. Là, c'était un sacrilège. Il fallait jamais faire ça dans la vie. Tu vois, donc, tout est relatif. C'est-à-dire Ouais. qu'à ce moment-là, bon, ben, on a été l'avant-garde de la destruction massive du cinéma, quoi. Tu vois, peut-être, Ouais. Ouais. peut-être. Mais là, le truc qui est en train de se passer, mais écoute, l'autre jour, on parlait avec Thomas et Thomas me racontait qu'il avait entendu Spielberg dire ça il y a 10 ans. Où lui disait, ça y est, c'est fini l'époque où on regarde des films sur un grand écran, les gens regardent des films autrement, tout ça. Voilà. C'est ça, c'est plus ça là qui est en train de se passer en ce moment. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que tu penses que ça va valoriser? Parce que moi, ce que je trouve le J'en sais chouette rien. là-dedans, c'est que vous avez un événement qui, Où il n'y a pas de cinéma. non, mais de par la nature de votre festival, ça Ouais, rassemble les gens en vrai. voilà. C'est un événement tangible. Et il y a un avantage, il y a un net avantage à venir sur place parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de gens à rencontrer. C'est pas juste je m'assois puis je regarde un film puis je m'en vais. Puis j'ai l'impression que l'espèce d'effet de balancier va peut-être faire que ces contextes-là où on peut avoir une vraie expérience vont en même temps prendre de la valeur au fur et à mesure que la majorité des gens vont regarder leurs films sur leur téléphone, sur leur tablette, je ne sais pas où. Euh, ça change le paysage un peu, mais je pense que l'appétit pour les rassemblements devant un écran va peut-être revenir d'une autre façon. Alors, j'espère aussi, mais en fait, quand je te dis ça, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça qui est en train de se jouer. Là, ce qui est en train de se jouer, mais en plus, ça ne se joue pas tout à fait pareil chez vous, chez nous, dans d'autres pays, tout ça. Tu vois? Parce que nous, là, il y avait une vraie culture du cinéma, de l'écran, machin, le CNC, le financement de tout ce bordel-là, tout ça. Mais à côté de ça, là, le festival où j'étais, là, il y avait aussi des gens qui m'alertaient. Tu vois, tu avais aussi au Brésil, apparemment, comme ça, si tu veux, toute une culture de cinéma, de la salle de Mhm. cinéma, avec beaucoup de cinéma, toute une organisation, et du coup, tout un cinéma brésilien, des techniciens, etc., etc. Et là, c'est pour ça que l'air du temps est variable. Là, apparemment, c'est 60% des salles de cinéma au Brésil qui ont fermé. Ah ouais. Tu vois? Et j'en sais rien, je ne veux surtout pas être un oiseau de mauvais augure, mais j'ai l'impression que le risque pourrait être que le cinéma ne devienne plus qu'un lieu très événementialisé. Mhm. Tu Oui. vois, la sortie du dernier Jéricho jeudi avec 1000 personnes triées sur le volet, à qui en plus on donne le petit t-shirt, le machin, le bordel, une coupe de champ à la fin. Ouais, ouais. J'en sais rien, mais Mais ici, ça fait longtemps que moi, je vois que le cinéma d'auteur devient quelque chose de muséal presque. C'est-à-dire que ouais, c'est pour des galeries, c'est pour des petits cinémas spécialisés et les festivals. Ça, c'est le même ouais, circuit pour moi. Et ça s'adresse plus au grand public. Le côté populaire du cinéma, le 7e art, c'était un art populaire. Tout le monde pouvait se payer un billet de cinéma. Et ça a été remplacé par les Netflix et compagnie. Les gens qui ne sont pas des cinéphiles acharnés, qui ne sont pas particulièrement riches, ben, ils vont être abonnés à un service quelconque, puis ils vont regarder ça sur la télé chez eux. Euh, puis, donc ça, oui, moi, je vois la tendance lourde depuis longtemps là, qui s'en va vers ça. Puis c'est triste. Le seul contrepoids à ça que je vois, c'est une espèce de petite résurgence des petites salles de quartier dans certains quartiers qui sont un peu plus bobos, un peu plus oui, oui, oui. culturello. Bon. En fait, je suis embêté de parler de l'air du temps aujourd'hui comme si c'était l'air du temps pour un bon moment, mais j'ai peur que ça soit pour un bon moment. Et ça, par contre, c'est sûr que si tu as pendant encore 2, 3 ans, tous les hivers, une vague de vaccins qui défonce tout le monde, ça risque de faire mal à l'industrie du cinéma et aux salles en tout cas. Ouais, ouais, Et clairement. Ouais. après, moi, je ne sais pas quoi penser de rien parce que d'un côté, il y a 7, 8 ans, 10 ans,
Thomas, à un moment, m'a dit: «Mais si, regarde, tu devrais regarder les séries, tu vas voir, il y a des trucs, c'est inventif comme il n'y a plus dans le cinéma depuis longtemps». Effectivement, C'est tu vrai. as quand même eu des trucs là qui sont sortis de nulle part et qui ont donné une bouffée d'air au machin, tu vois? Oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas de problème créatif, en fait. Mais à côté de ça, tu vois bien que là, avec la baston, Netflix, Amazon, Disney, HBO, machin, heu, on va quand même gentiment vers un, comment dirais-je? Un rétrécissement de la diversité de ce qui est proposé à l'intérieur, Ah, clairement. tu vois? Clairement. Moi, je prends toujours le même exemple. Heu, à l'époque où naissait le Velvet Underground à la Factory là, il y avait pas pas un mec qui achetait un disque et il y avait personne dans les concerts. Tu vois ce que je veux dire? Ça fabriquait un truc qui était, de l'ordre de la recherche, tu vois? Oui. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, là, cette partie-là, je vois pas comment elle existe, sur les plateformes Oui, oui, non, non, elle n'existe pas. et qui Ouais. sont quand même clairement, faut pas rêver, ils ont gagné la partie, quoi, tu vois? Ils sont Ben, ils sont pas en train de la gagner, ils l'ont gagnée. ouais, mais ils l'ont gagné, puis ils profitent des fruits de l'effervescence qu'il y a eu juste avant. Parce que les talents qui font les films et les séries pour eux aujourd'hui, c'est des gens qui ont grandi avant les plateformes. Et tu sais, dans 20 ans ou dans dix Ouais, vingt mais ans, quand la roue continue de tourner, à un moment donné, je veux dire, c'est des gens qui vont avoir été élevés sur des séries Netflix qui vont faire les séries Netflix. Puis ça risque d'être. C'est un peu. C'est des cycles. Tu sais, il y a eu l'essoufflement du moi, cinéma c'est pas ça qui me français. dérange. Moi, ça me dérange même pas. Ça me dérange si, au passage, ça tue Ouais, le tissu, ouais, des salles de cinéma. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Parce que par contre, je suis d'accord. si pendant 20 ans, ça fait des bonnes choses, mais que ça prend le pouvoir et qu'au passage, ça te tue l'outil, salle de Ouais, cinéma, pour que dans 20 ans, il n'y ait plus que du gros caca et que tout le monde fasse merde. Oh, il n'y a que du gros caca, il n'y a que du gros ouais, caca. ouais, Bon, oui, il y aura toujours des énervés dans les caves, machin, tu auras des trucs parallèles qui se remettront en route, mais et tu sais, c'est ouais, marrant, ça me fait penser, bah tiens, on va finir là-dessus. Ça me fait ouais. penser à Autour. Nous, là, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de salle de cinéma à Trouville. Donc, on organise un festival de cinéma sans salle de cinéma. Tu vois. Donc, en fait, donc, faire des choses, ça sera toujours possible. Ouais, ouais. Puis ça vaut le coup parce que tout ce qui rassemble pour moi est un remède pour les défauts de l'ère du temps dans lequel on vit présentement. Ça, Mais c'est voilà. certain. Mais tu prêches un converti. Hein. Moi, Ouais, j'aime je, rassembler les gens. ouais, je sais, tu le fais très bien. Ben, merci beaucoup, Samuel. C'était Ouais, super de bah, t'avoir. bisous, embrasse Anastasia, vos enfants qui ont dû Oui. changer. Ah, elles sont grandes maintenant, c'est fou. Bon. Embrasse Cuchette aussi. Ouais, Ah, à très bientôt. à très bientôt.